Hello et bienvenue sur la chaîne Fille Expat, le podcast qui donne la parole à des femmes inspirantes qui ont fait le choix de tenter une nouvelle vie à l'étranger. Je suis Kelly Barichello et je suis partie seule m'installer aux États-Unis puis au Canada il y a maintenant plus de 10 ans. Que tu sois déjà expatriée / immigrée ou tout simplement curieuse de savoir comment est la vie en Amérique du Sud, en Afrique ou encore en Asie, ce podcast est fait pour toi. Toujours dans la joie et la bonne humeur, j'échange avec mes invités sur leur parcours, les difficultés qu'elles ont rencontrées mais aussi les moments forts. Et comme vous êtes de plus en plus nombreuses à nous écouter en dehors de la France, dans cette saison 6, mes invités et moi, on va te proposer des épisodes quelque peu différents des saisons précédentes afin de te partager certains de nos ressentis ou alors de t'apporter des conseils pour vivre mieux ton aventure. Et si tu souhaites rejoindre les coulisses de Fille Expat, je t'invite à t'abonner au compte Instagram. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Allez, attachez vos ceintures, let's go! Salut à toi qui as lancé cet épisode de Fille Expat et petit warning, cet épisode est la deuxième partie de l'épisode numéro 80 où j'ai échangé avec Juliette sur l'incubateur Willa qui se trouve à Paris et qui lance une formation pour les femmes expatriées. Aujourd'hui, c'est Marie-Caroline qui passe derrière le micro car grâce à Willa, elle a pu faire évoluer son entreprise et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Marie-Caroline. Bonjour à toi Kelly. Ah aussi, j'ai un petit rhume donc je m'excuse d'avance si j'ai pas la même voix que d'habitude. Est-ce que tu peux te présenter Marie-Caroline en nous disant ton âge et la ville d'où tu nous parles actuellement? Alors, Marie-Caroline, 42 ans et je vis en ce moment à Ho Chi Minh. J'ai trois enfants. Je pense qu'il faut que tu nous dises où c'est. Alors, Ho Chi Minh, ouais, pardon, c'est au Vietnam. Donc, on est absolument à l'autre bout du monde, toi et moi. Ouais, c'est ça qui est trop fou. En fait, j'adore ça avec mes invités, c'est que moi, je viens de me lever, toi, tu vas aller te coucher. Exactement. Donc, merci à toi d'avoir pris le temps de faire ça en ta soirée. Mais avant d'aller au Vietnam, il me semble que tu étais au Gabon. Et avant d'être au Gabon, j'imagine que tu étais peut-être en France. Est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours et nous dire un peu quelle étude tu as fait, où est-ce que tu as grandi en France et qu'est-ce qui t'a conduit à t'expatrier en Afrique? Alors, je vais essayer d'être brève parce que c'est pas un rebondissement tout ça. En fait, moi, je suis fille de militaire, donc j'ai déménagé tous les 2 ans. Donc, mon histoire d'amour avec les déménagements date d'il y a 42 ans. Donc, j'ai beaucoup bougé. Puis, j'ai rencontré mon mari à Paris. On est resté quelques années à Paris et moi je faisais de la communication, j'ai fait une école de communication, je suis rentrée chez Publicis et j'ai quitté Publicis au bout de 4 ans pour monter ma boîte de communication, de relations presse en ressources humaines à Paris. C'était top, je m'éclatais. Quand soudain, mon mari est rentré un jour en me disant que on lui proposait un poste en Angola. Donc pays qui fait pas forcément rêver, mais on avait en tête de s'expatrier depuis longtemps et donc lui il pensait qu'évidemment j'allais dire non à sa proposition, il m'en a parlé un peu histoire d'eux et en fait j'ai dit tout de suite écoute on y va parce que en fait on rêve de partir en expat, on s'était dit qu'on essaierait et en fait dans une carrière ça se présente pas 1000 fois donc allons-y. Du coup j'ai vendu ma boîte en France, donc ça c'était il y a 13 ans maintenant, c'était en 2009. J'ai vendu ma boîte en France et on est parti en Angola. On est resté 1 an et demi en Angola. Ensuite on est parti au Congo, enfin en République démocratique du Congo. Donc là, on était en brousse. Je prenais l'avion pour faire mes courses et tout, la grosse aventure, Mais l'expatriation non. à fond. Si. Il n'y avait pas de route goudronnée et tout. Donc là, j'ai eu mes 3 enfants. Enfin, je suis rentrée en France pour accoucher, mais j'ai eu mes 3 enfants sur cette période-là, sur ces 3 ans. Ensuite, on est parti en Colombie. Donc on a complètement changé de Waouh. paysage et d'aventure. On est parti 4 ans en Colombie où j'ai monté une boîte de vêtements pour enfants puisque j'étais un peu dedans avec mes 3 petits. Et en fait, je faisais fabriquer localement et je vendais localement. Donc, c'était hyper intéressant parce que ça m'a vraiment permis de découvrir le pays sous plein d'aspects différents, de me mettre à l'espagnol. J'avais pas trop le choix pour travailler avec les ateliers, mais c'était vraiment top parce que du coup, quand on se met à travailler comme ça localement, c'est hyper enrichissant. Donc, on a adoré nous la Colombie. Et puis, il a fallu partir. Et en fait, pendant que j'étais en Colombie, on a acheté une maison en France. Et du coup, j'ai créé de manière complètement personnelle un groupe Facebook que j'ai appelé Mikasa et Sukasa, qui est un groupe Facebook fermé. L'idée, c'était qu'on puisse louer nos maisons entre personnes de confiance. Donc, que mes amis invitent leurs amis, qui invitent leurs amis, leur famille, machin. Et puis, en fait, à la fin donc j'avais monté ça 1 an avant de partir de Colombie. Et en fait, au bout d'1 an, il y avait 20 000 membres sur le groupe. Waouh. Et nous bouger, on partait à Londres et donc il fallait que je ferme ma boîte en Colombie et donc je me suis dit est-ce que c'est pas ça le projet portable voilà. Donc on est arrivé à Londres, j'ai monté Mikasa et Stukasa en tant que projet professionnel. J'en ai fait un site internet et on est resté 1 an à Londres, puis on est parti au Gabon enfin. Oh, J'arrive waouh.
Je m'attendais pas à autant de pays, tu vois. Oui. Et en arrivant au Gabon, donc Mikasa, ça commençait à marcher. Enfin, clairement, j'avais fait mes premières preuves de marché. Les gens m'avaient suivi sur la plateforme payante, donc c'était le premier truc parce que passer d'un groupe Facebook gratuit à une plateforme payante, il y avait quand même il y avait quand même un challenge. Et puis moi, j'avais quand même déjà investi pas mal. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je sois accompagnée et que du coup, je me suis présentée pour faire le programme Scale de Willa. Donc là, on s'y retrouve sur les sujets du jeu. Et du coup, j'ai contacté Willa. Je me suis présentée pour rentrer au programme Scale, qui est un programme qui est assez demandé parce que notamment, il est en partie financé par la BPI et que c'est vraiment un programme d'accélération canon. Enfin, moi, je trouve canon. Donc, moi, j'avais postulé qu'à ça. Je voulais pas d'autres incubateurs. C'était Willa ou rien. Est-ce que tu pourrais peut-être rappeler à toutes celles et ceux qui nous écoutent, parce que toi, l'entrepreneuriat, ça a l'air d'être quelque chose auquel tu es très habitué, mais BPI, c'est vrai que c'est un programme très connu en France. Eh ben, tu vas me poser une colle, je crois. Ah, c'est cool. Banque publique d'investissement, c'est ça, je Ok, c'est crois. ça. Donc voilà, et en fait la BPI, il subventionne un certain nombre de projets où surtout ils font aussi beaucoup de prêts à taux zéro, et notamment le fait d'avoir intégré un incubateur. Souvent c'est une preuve enfin en tout cas ça t'aide pour les dossiers, mais c'est valable avec la BPI, mais c'est valable en France, dans beaucoup de régions aussi, je crois, pour aller voir les régions, les mairies et tout ça. En fait c'est une preuve que des professionnels ont reconnu que ton projet avait de l'avenir. Et donc, ça t'ouvre souvent les portes pour ce genre de choses. En l'occurrence, avec le programme que moi j'ai fait chez Willa, c'était automatique. Du coup, ce programme te donnait accès, était financé d'ailleurs par la BPI et te donnait accès à une certaine somme par la BPI. C'est pas du tout pour ça que je l'ai fait, vraiment pas. Moi, je l'ai fait parce que je me retrouvais complètement dans les valeurs de Willa, que je trouvais que c'était intéressant que ce soit une association qui prenne pas de part dans les entreprises. Je trouvais que ça rendait le truc hyper sain. Et puis, j'avais une amie qui avait fait ce programme et qui en avait été hyper contente. Et du coup, je trouve que rien de mieux que l'expérience pour te conseiller un programme. Donc voilà, donc j'ai postulé chez eux et j'ai passé tous les oraux, tout ça. Et au dernier oral, il y a Flore, qui à l'époque s'occupait du programme, qui m'a appelé pour me dire écoute, je suis désolée, ton programme il est canon, on l'adore, mais en fait, on va pas pouvoir te dire oui parce que tu habites au Gabon. Et donc j'étais désespérée, j'ai raccroché, j'étais hyper énervée, je suis partie marcher. Mhm. Et je lui ai écrit un long mail en lui disant écoute, en fait, on peut pas faire ça. Enfin, c'est pas cool pour les femmes expats qui se donnent du mal, qui essayent de monter des projets et tout. Franchement, moi, je suis hyper motivée, je suis prête à revenir. Je vais les faire les allers-retours, je vais les financer moi, mes billets d'avion pour aller du Gabon à Paris. Donc, s'il te plaît, enfin. Et elle était hyper convaincue par le projet et c'était pas du tout elle qui avait refusé enfin, qui avait objecté. Et du coup, elle m'a dit ok, banco. En fait, t'as raison. T'as raison, t'es hyper motivée. Finalement, il y en a plein qui ont leur siège social à Paris, mais qui habitent à l'autre bout de la France. Est-ce qu'elles viendront plus que toi? J'en suis pas sûre. Donc, go, allons-y, quoi. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir participer au programme Willa Scale. Et du coup, Alors pas mal attends, je sais que tu écoutes pas encore les podcasts de Fixpat, ça ne serait tardé. Je n'utilise jamais les mots chance parce que tu l'as dit, ce n'était pas de la chance. Tu leur as envoyé un mail, tu leur as dit que tu étais prête à faire des allers-retours, que tu étais motivée, que tu étais déterminée. Ça n'a rien à voir avec la chance. Je suis assez d'accord avec toi. Enfin, je trouve que la chance, ça se provoque, en tout cas. Exactement. Là-dessus, on se rejoint, tout à fait. Exactement. Et ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est que, comme tu l'as dit déjà, tu as beaucoup bougé, mais tu as aussi lancé plusieurs petites entreprises avant d'en arriver à Mikasa et Stukasa. Mais en quoi tu pensais qu'à ce moment-là, c'était nécessaire pour toi d'être accompagné par un incubateur? Est-ce que c'était juste pour l'aspect financier ou tu pensais aussi que rejoindre un incubateur, rejoindre d'autres personnes, avoir des experts, etc., ça allait emmener ton business à un autre level que les business précédents? Alors, c'était pas du tout pour l'aspect financier, parce qu'en fait, la BPI, elle te finance à hauteur de. Alors, elle te paye le programme, et puis pour ne rien te cacher, elle te donne 18 000 euros, mais c'est pas ça qui fait décoller une start-up aujourd'hui. Donc, c'était très bien. Mais honnêtement, pour le coup, j'avais pas trop de soucis de. Moi, j'ai pas de stock, j'ai pas de trucs comme ça, donc j'ai pas trop de problèmes de trésorerie. J'avais décidé d'investir pour le site internet. Donc, c'était pas du tout d'un point de vue financier. En revanche, la solitude de l'entrepreneur me pesait énormément, et notamment en expat, et notamment dans des pays où en Afrique il y a assez peu d'entrepreneurs, enfin de femmes entrepreneurs, surtout assez peu de françaises en fait. Donc les entrepreneurs sur place, c'est plutôt des Gabonais, donc il y a un réseau gabonais et tout ça qui fonctionne bien. Il y a de plus en plus de choses qui se font en Afrique, mais en l'occurrence, moi j'étais hyper seule quoi. Donc j'en parlais un peu à mes copines et tout, mais qui étaient pas forcément dans le même trip, qui soit avaient trouvé du boulot sur place, soit s'accordent des pauses dans ces pays où finalement il y a pas beaucoup de boulot. Donc je me trouvais hyper seule.
avec beaucoup d'ambition pour mon projet. Et du coup, je me suis dit que vraiment, je pouvais pas me laisser déborder par le truc. Du coup, ça me semblait... Alors, soit je trouvais une associée. Alors, il se trouve que par hasard, je l'ai trouvé au même moment, mon associé. Je l'ai rencontré au Gabon. Mais je sentais aussi que j'avais besoin d'expertise. En fait, concrètement, quand on est chef d'entreprise, on peut pas se faire croire qu'on est bon et en compta, et en commercial, et en communication, et en technique. Donc voilà, moi, j'ai pas toutes ces... Enfin, faut avoir l'humilité de se dire que c'est bien d'aller taper aux bonnes portes. Et de se faire accompagner, c'est quand même enfin, c'est quand même une super opportunité. Donc, c'est sur les bons conseils d'amis qui m'ont dit, tu vas t'effondrer, enfin, tu vas bouffer toute ton énergie, tu vas pas y arriver, entoure-toi. Et là-dessus, William m'a vachement aidé. Et alors, c'est assez surprenant parce qu'en fait, ce que je trouve dingue, c'est qu'en fait, t'as accès à beaucoup d'experts sur beaucoup de sujets, et hyper souvent, ils sont plus là pour te conforter dans ce que tu pensais que pour te faire changer d'avis. Mais en fait, rien que le fait de partager ça, leur dire voilà comment j'ai vu les choses. Est-ce que je fais complètement fausse route, ou est-ce que quel est ton avis? Et d'en discuter pendant 2 heures, bah en fait, très souvent, tu sentais que t'avais la bonne intuition, mais ça t'a aidé quand même à cheminer et à dire ok, vas-y, fais-le. Voilà. Donc moi, ça m'a apporté ça. Et puis je savais qu'il fallait que je fasse une levée de fonds aussi, à peu près à ce moment-là. Enfin, ça faisait un peu 1 an que je tournais autour du pot, que je ne me sentais pas très légitime, la petite petit complexe de l'imposture. Et en fait, le fait que aussi il y ait des gens qui valident mon projet rien qu'en me faisant rentrer chez Willa, ça m'a vachement confortée. Je me suis dit, en fait, il y a des professionnels qui trouvent que mon idée, elle est pas si pourrie, et que je peux sûrement en faire quelque chose. Donc vas-y, lance ta levée de fonds. Et puis après, concrètement, ils m'ont quand même aidé. Moi, je savais pas. Enfin, pour moi, c'était quand même un gros mot, levée de fonds. Je savais pas trop à quoi ça ressemblait. Donc non, il y a plein d'aspects, mais il y a plein d'aspects. Mais c'est l'accompagnement humain quand même le plus important, je pense, dans tout ça. C'est clair. Ouais, parce que là, je pense que au niveau, c'est quoi le mot que je cherche? Te sentir rassuré, réconforté, tu prends un coup de boost au moral parce que du coup, bah, t'es vachement encouragé. Et puis, je pense que d'échanger avec des personnes, enfin, j'imagine que t'as peut-être rencontré aussi d'autres femmes qui étaient aussi en train de lancer des projets. Ouais, en fait, partager, ne serait-ce que déjeuner avec les filles de ma promo. D'ailleurs, il y en a que j'ai eu au téléphone parfois, mais juste dire, attends, moi, je me pose ces questions-là, et d'avoir en face quelqu'un qui d'abord s'intéresse très sincèrement à ton projet. Parce qu'en général, les femmes entrepreneurs, elles sont hyper ouvertes aux projets des autres. En général, c'est quand même un truc que t'as, où t'aimes la création d'entreprise, t'aimes la création de valeur et tout. Et du coup, tu partages tes problèmes, et puis tu te rends compte que bah il y en a plein d'autres qui ont exactement les mêmes que toi, qui se posent les mêmes questions, qui sont dans des gros moments de joie, puis dans des gros moments de doute. Et puis il y a aussi ce truc de partager les joies, quoi. En fait, c'est cool. Moi, je le partageais avec mon mari. Mes enfants, ils étaient trop petits pour comprendre. En fait, il est pas quand même avec moi au quotidien dans ma boîte. C'est quand même pas la même chose. Alors que là, tu sens que tu deviens une team, quoi, avec les gens de ta promo, et c'est hyper agréable. C'est hyper cool. Et faire des allers-retours, du coup, c'était pas très compliqué? Alors, chance, j'habitais au Gabon et pas au Vietnam à l'époque, parce qu'il n'y a pas de décalage horaire, et que les vols sont pas très longs. Bon, il y avait un petit changement, parce que moi, j'habitais évidemment pas à la capitale, ça aurait été trop simple. C'est le fait qu'il n'y ait pas de décalage horaire, c'est quand même un vrai plus. Il y avait quoi? Il y avait 8 heures de vol. C'est pas infaisable. Ah, quand même. Non, mais c'était des vols de nuit, donc t'as pas trop l'impression de perdre ton temps. Moi, j'étais hyper motivée, j'étais hyper contente en vrai de le faire. Le truc le plus compliqué, c'était de gérer la vie privée dans ces moments-là, avec 3 enfants pas très grands. Bon, heureusement, j'avais une super nounou, merci d'ailleurs, et mon mari qui était quand même hyper présent et hyper content de voir que j'arrivais à m'épanouir dans un projet tout en continuant l'expat. En fait, ça lui sauve aussi sa vie d'expat, hein, pour être très clair. Ah ben de toute façon, moi je dis toujours dans les, tu sais, les familles d'expatriés, c'est toujours, on parle souvent du conjoint suiveur, mais pour moi c'est tellement un pilier dans l'expérience d'expatriation, et que justement si tu arrives à trouver ton épanouissement, ça va servir au couple, ça va servir à la famille, et donc tout ça dans la globalité dans l'expérience d'expatriation. Et je pense que toi aussi, peut-être que ça te faisait un peu une pause. Si t'es dans l'entrepreneuriat, être maman c'est très bien, mais on a quand même envie de travailler, on a envie de faire autre chose que être qu'une maman, hein, même si c'est un métier à Ça part m'a entière. apporté, en fait, mes allers-retours, ça m'a apporté vachement. Mais en fait, aussi personnellement, je crois qu'effectivement, tu as complètement raison. Parce que quand tu es entrepreneur et que tu es au Gabon, bah, tu pas de bureau, donc tu travailles de la maison. Donc c'est quand même là enfin, on va pas parler de charge mentale, parce qu'on en aurait pour un moment. Mais en fait, tu es quand même là quand les enfants rentrent de l'école. Enfin, voilà, là, tout est complètement mélangé. Et moi, j'aime bien ça. Et je trouve que c'est un luxe de pouvoir être là aussi pour ses enfants. Mais j'avoue que ces semaines à Paris, à parler que de boulot et à me ressentir à nouveau complètement dans un environnement hyper dynamique, en plus de start-upeuse, machin.
ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou au moral, ça a fait un bien fou à ma boîte parce que du coup, ça a boosté moi mon ambition, mes envies de faire des choses, de rencontrer des gens et tout. Donc ça m'a donné le courage de m'associer, de faire une levée de fonds. Enfin, en fait, ouais, toute cette énergie, c'est positif sur tous les niveaux. Et d'un point de vue privé, en fait, je pense que ça a été hyper sain aussi. Et comme tu le disais, j'aime bien ton idée je pense qu'on pourrait appeler les conjoints suiveurs des conjoints piliers. Oui, c'est J'aime ça. bien ça. Je trouve ça pas mal. Et en fait aussi, mon mari était hyper content de voir que ça y est, quoi. Je m'épanouissais professionnellement, que j'avais pas l'impression de passer à côté de ma vie pro, qui est un truc important pour moi. Et du coup, c'était hyper bien. Enfin, franchement, c'est hyper bien. Donc, toi, tu disais que la formation allait être financée par BPI, c'est exact? Alors, pas la formation de Willa. Ça, c'est celle que moi j'ai faite. Ok. C'est Scale parce que c'est pas pour des, mais ça n'empêchera pas toutes les femmes qui feront Willa Expat dans un deuxième temps de présenter le programme d'accélération. Mais il faut que le programme d'accélération, il faut déjà avoir une première preuve de chiffre d'affaires et tout ça. Donc, c'est un peu plus tard Ok. dans la vie d'une entreprise. Aujourd'hui, le programme Willa Expat, non, il est financé en partie par une entreprise Perenco Oui, c'est qui ça. finance le programme aujourd'hui. Et après, on a voulu, et c'est important aussi, que les femmes entrepreneurs, elles participent financièrement à leur programme parce que moi, je suis assez persuadée que pour croire en ton projet, il faut être prêt toi-même à investir un peu. Si tu veux que les autres te suivent, si toi, t'es pas prêt à investir et de ton temps et si tu peux de l'argent, bah, en fait, ça marchera pas. Donc, c'est pas délirant Ouais. du tout comme par rapport à ce qui est proposé. Tu verras avec Juliette, on en parle. Moi, je compare ça à la salle de sport, tu sais. Si t'es pas prête à payer dans une salle de sport, ou si tu feras rien, en fait, t'auras pas de résultat. Exactement. Mais tu sais, j'ai même une amie il y a pas très longtemps parce que moi, je trouve qu'elle rame énormément dans son projet. Ça fait plus d'un an qu'elle est dessus et je lui dis, mais tu sais, c'est peut-être le moment de se faire accompagner parce que moi, ça fait 2 ans que je me fais accompagner sur différents projets et je trouve que ça m'aide à avancer vachement plus vite. Mais à chaque fois qu'on doit dépenser de l'argent, justement, on a ce petit moment, tu sais, avant de cliquer et de dire oui, j'achète. Où on se pose 15 fois la question, j'achète pas. Moi, en vivant en Amérique du Nord depuis 10 ans, je suis un peu plus habituée, je pense, qu'aux Européens de payer pour un service. Mais c'est vrai que du coup, en Europe, je trouve qu'on a un petit peu plus de difficultés à vouloir payer. Est-ce que toi, tu as eu cette hésitation ou est-ce que ça a été J'ai eu assez cette direct? hésitation en fait, sur l'investissement que ça représentait de revenir, parce que pour le coup, moi, Ouais. mon programme n'était pas payant, mais enfin, ce que j'ai payé, c'est quand même les billets d'avion. Et à l'époque, j'avais pas de logement à Paris, donc alors j'ai squatté chez des copains, c'était très sympa, mais pas que. Donc oui, c'était quand même un investissement. Je me suis posé la question, oui et non. En fait, je j'ai pas pris n'importe quel incubateur, je m'étais bien renseignée avant. Willa, c'est un truc solide. En fait, tu rencontres personne qui a fait un programme Willa et qui te dit, franchement, j'ai jeté de l'argent par les fenêtres, quoi. Enfin, en tout cas, Mhm. j'ai rencontré personne. Donc, ce que je savais que ce qu'allait m'apporter à Willa versus ce que je vivais, la solitude que je vivais, mais quand même cette ambition et ce truc qui bouillonnait en moi, bon, je savais que ça valait le coup. Après, c'est sûr, mais dans tout projet entrepreneurial, c'est exactement ce que tu disais, c'est comme la salle de sport, hein. Faut à un moment, si tu veux avancer, tu peux pas juste te dire j'attends les mains dans les poches et puis ça va tomber sur moi, voilà. Donc il faut savoir investir et il faut savoir investir au bon moment et pour s'entourer, ça me paraît pas une mauvaise idée a priori. Mhm. C'est clair, parce qu'on m'a aussi fait le commentaire, ouais, mais j'ai envie de réussir mon projet toute seule. Mais pour moi, en fait, même si tu joues un incubateur et que t'es entouré d'experts et d'autres entrepreneurs, tu vas quand même faire ton projet tout seul, en fait. Enfin, t'es accompagné, on va t'aider. Mais au final, c'est ton projet, enfin, sauf si vous êtes plusieurs partenaires, mais peu importe, en fait, ça reste quand même ton projet. C'est quand même toi qui te lèves tous les matins et qui travaille dessus. Alors encore plus chez Willa, parce que Willa, ils prennent pas de part, c'est ce que je disais au début, il y a Voilà. plein Mm. d'incubateurs qui prennent des parts dans ton projet. Donc du coup, effectivement, moi je trouve que c'est pas forcément hyper sain dans le sens où ils vont t'orienter plutôt dans une stratégie qu'une autre. Ce qui est pas du tout le cas chez Willa. Chez Willa, ils sont vraiment dans l'écoute, c'est une assoce quoi. Mhm. Donc ils sont dans l'écoute, ils sont vraiment là pour t'aider à rencontrer les bons experts et à cheminer tout seul. C'est comme une bonne psy, hein. Qui te donne pas les réponses à tes questions, mais qui te fait cheminer. Bah, c'est un peu le même principe sur tes histoires de qu'est-ce que je mets en place comme stratégie, est-ce que je vais doucement, est-ce que je vais vite, est-ce que j'investis maintenant, est-ce que je m'associe, est-ce que je fais un nouveau site, est-ce que je fais une appli, enfin en fait toutes ces questions. Concrètement, je pense qu'il faut savoir. Enfin moi j'ai pas mal entrepris. À chaque fois je me suis quand même associée. Et il faut juste avoir l'humilité, c'est ce que je disais au début, mais de se dire que en fait il y a personne qui sait tout faire dans une boîte. Ça n'existe pas en fait. C'est Même clair. Bill Gates, Mhm.
Steve Jobs, ils savaient pas tout faire, quoi. Ces gens-là, ils sont entourés. Donc, en fait, il faut juste avoir l'humilité de se dire, moi, j'ai une bonne idée, je pense que j'ai les épaules pour être entrepreneur, ça, ok, je me le prends pour moi, j'arrête mon complexe de l'imposteur. En revanche, ça va être tellement mieux si je peux m'asseoir sur un fauteuil confortable avec des gens qui m'entourent et qui m'écoutent. Voilà. Donc, ça vaut, enfin, bon, moi, je suis une ultra convaincue que savoir s'entourer, c'est essentiel, mais voilà. Ouais, moi, pareil, hein, c'est pour ça, du coup, que j'ai proposé à Willa de faire cet épisode et que j'ai voulu te tendre le micro également aujourd'hui. Parce que je sais qu'il y a énormément de femmes expats qui sont dans cette période où elles se demandent qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais une pause ou est-ce que c'est le moment de me lancer dans un projet auquel je pense depuis un moment? Et moi, je pense que oui, en fait, quand on a justement cette opportunité de pouvoir avoir le temps, entre guillemets, de se consacrer à son projet, parce que quand on part à l'étranger, ça va faire un espèce de reset. Donc, vaut mieux en profiter, en fait. Et là, qu'est-ce qui t'a emmené au Vietnam? Du coup, c'est aussi ton mari? Ouais, alors moi, je suis vraiment le conjoint suiveur slash pilier. Non, mais c'est marrant parce que je déteste vraiment ce terme de conjoint suiveur. C'est vraiment un truc. Quand je suis arrivée en Afrique au début, on m'appelait Madame Financier parce que mon mari était directeur financier. Donc c'est un truc qui m'a fait un peu mal. Ouais. Après, parce que chez Publicis, c'est être la petite parisienne, voilà. Et du coup, moi, je m'étais toujours dit qu'il fallait vraiment pas que je me mette derrière lui, quoi. Enfin, l'idée, c'est qu'on s'épanouisse ensemble et qu'à partir du moment où il y en a un des deux qui a plus l'équilibre, on rentre. Donc c'est un truc qu'on continue à avoir ensemble et c'est pour ça que aussi lui, il me pousse à fond, hein, même et y compris. Ça a été mon premier investisseur pour Mikasa. Génial. C'est qu'il est conscient qu'une expat, comme tu le disais tout à l'heure, hein, ça se passe bien si ton entourage est bien, quoi. Enfin, si tu pars en fait, tu peux pas laisser l'autre de côté et lui dire, écoute, débrouille-toi, trouve une petite occupation et puis s'il te plaît, sois gentil, souris pendant les cocktails de fin d'année, quoi. C'est ça. Donc, donc non, c'est vraiment et j'aime bien ce que tu dis que l'expat c'est quand même l'occasion de tenter des projets. C'est une super opportunité, c'est un luxe de dingue en fait d'avoir le temps. C'est quand même hyper rare dans la vie d'avoir une opportunité comme ça, de pouvoir essayer. C'est Et clair. de toute manière, je crois qu'il y a assez peu de gens qui ont essayé, même si à la fin c'était pas une réussite, qui ont considéré que ça valait pas le coup de le faire. Donc je pense qu'il faut essayer, ouais, c'est clair. Ouais, non, carrément. Et comment c'est en ce moment la vie au Vietnam? Écoute, c'est hyper doux, la vie au Vietnam, c'est cool. Les gens sont hyper accueillants, la nourriture hyper bonne, Ouais, j'imagine. le pays est hyper beau, on a pas mal bougé. Non, c'est chouette, franchement, on est là depuis décembre et franchement, c'est cool. Non, c'est super, on est hyper Ah, contents. ok. Ça fait pas super longtemps que vous y êtes, du coup. Non, ça fait pas très longtemps. Ok. Et là, avec Covid, ça va? Enfin, il s'est réouvert et tout ça? Ouais, ouais, ça y est, tout s'est Ah, réouvert. En fait, mon mari est arrivé l'été dernier, donc nous, on a quand même passé 6 mois en France avant de pouvoir le rejoindre. Ça, c'était un peu chiant parce que le pays était fermé, mais ça y est, là, tout a réouvert, donc on a une vie complètement normale. Bon, c'est très chouette. et les enfants, du coup, ils passent de l'Afrique à l'Asie? Ils s'adaptent assez facilement? Ouais, bah, ça a été dur de quitter le Gabon parce qu'ils ont vraiment adoré. Voilà, et puis ils arrivent au collège. Enfin, du coup, ils sont assez rapprochés. Mais du coup, j'ai ma fille qui est arrivée au collège ici au Vietnam et les deux autres qui arrivent à suivre. Et non, bah, ça dépend un peu de. Les trois enfants réagissent pas pareil. L'acclimatation a été très simple pour deux d'entre eux. Le troisième, c'est un peu plus long parce que c'est une plus grosse ville et que bah lui, c'est un peu un Indien dans la ville, quoi. Enfin, ou un Ouais. Africain dans donc voilà, lui, il aime les grands espaces, il aime le bateau, la pêche et les safaris. Bon, il retrouve pas trop ça là. Mais c'est pas grave, il s'adapte après à cet âge-là. Ce qui est important, c'est de savoir que ton socle familial est fort. Donc on essaye de les rassurer comme ça. Mais C'est ça. Et puis, c'est juste pour une certaine durée. J'imagine que ensuite ouais. vous partirez certainement ailleurs ou il Bah partira après, la ailleurs. question se pose, les enfants grandissant, la question se pose justement de se poser quelque part. Moi, j'ai de plus en plus envie de me dire, on va rentrer en Europe et on va se poser quelques années. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais moi, je pense qu'il y a un moment où ici, il faut savoir rester un peu plus longtemps. Ouais, non, c'est clair. Et du coup, avant qu'on conclue l'épisode, est-ce que tu voudrais nous reparler de ton projet? Alors ouais, Mikasa Tsukasa, du coup, c'est de la location de biens immobiliers pour la location saisonnière. L'idée, c'est que c'est un site sur lequel tu rentres si tu es parrainé, donc il faut que tu connaisses une personne dans la communauté qui puisse te faire rentrer. Et après, bah voilà, tu peux mettre en location ton bien et si tu es locataire, bah tu peux chercher un bien. Voilà, on n'est pas du tout comme Airbnb dans le sens où on
n'a pas du tout des apparts en ville et tout ça, enfin assez peu. L'idée, c'est pas d'avoir des biens qui ont été achetés pour la location, mais plutôt des maisons de famille ou si toi, tu veux partir en vacances et du coup louer ton appart 2 semaines pendant que tu pars en vacances, c'est des lieux de vie en fait. Ok. C'est pas des apparts tout blancs et tout impec, aseptisés. C'est vraiment des maisons de famille. Et en fait, on est parti du constat qu'il y avait beaucoup le syndrome des volets fermés, comme on appelle ça, qui fait qu'il y a vachement de jolies maisons, notamment en France, qui restent fermées une bonne partie de l'année. Et en fait, c'est dommage parce que du coup, c'est des maisons qui vivent moins, qui sont moins bien entretenues, et les gens vont à l'hôtel à la place. Enfin, bref, il y a un truc aussi un peu écologiquement un peu frappant. Et donc, notre idée, c'est d'aller dire, allez-y, vous pouvez louer votre maison, vous êtes en confiance, les gens vont pas l'abîmer, vont en prendre soin comme si c'était chez eux. Donc, ça marche bien. On a 3000 maisons maintenant. Donc, Waouh, alors 90% bravo. en France et puis 10% un peu à travers le monde grâce aux expats notamment. Donc, ça, c'est cool. Donc, c'est cool. Enfin, en tout cas, on a une vraie philosophie liée à la confiance et, voilà, et à l'échange humain qui est important. Et donc, voilà, je suis contente que ça marche pour ça. Mais écoute, moi, il y a pas mal d'expats là qui écoutent le podcast. Hein. Ils sont environ 40% à écouter le podcast. Du coup, si elle, par exemple, enfin, je pense même à ma cousine qui habite à Dubaï, qui a une villa et qui est prof. Donc, du coup, elle, l'été, en général, elle part et elle voudrait. Mais du coup, il faut qu'elle se fasse parrainer. C'est ça? Ouais, donc je pense que je vais pouvoir te parrainer et que tu pourras parrainer des gens. C'est ça, Je c'est vais y gentil. arriver. Donc, du coup, s'il y en a qui nous écoutent, peut-être, parce que c'est vrai que du coup, il y en a pas mal des expats quand ils rentrent en France, c'est pour En une fait, longue il faut durée. juste, le principe, c'est surtout qu'il faut que je puisse vérifier l'identité des gens. Donc après, on parle de parrainage. La vérité, c'est plus qu'il faut que moi, je m'assure que ce soit des vraies personnes avec des vraies maisons. Et Non, mais voilà. oui. Voilà. Donc on demande maintenant, on va demander des pièces d'identité, on va renforcer cet aspect-là. Mais l'idée, c'est de pouvoir laisser tes clés en toute confiance, les yeux fermés. Et voilà. Ah, génial. Ouais, parce que moi, là, je suis arrivée à Montréal il y a quelques mois et j'avais loué un Airbnb et c'était un déchet. Je sais même pas ce que ça foutait sur Airbnb, Ah bah honnêtement. ouais, voilà. Et c'était 600 $ la semaine. Et, Ah oui. ah ouais, mais de toute façon, j'ai contacté Airbnb en leur disant c'est complètement inadmissible. Donc, j'aime beaucoup ton principe, en fait. Et puis surtout que je trouve que du coup, ça peut aider la communauté d'expats. Et je trouve Ouais, ça bah génial, ouais. en fait. Au départ, Mm. ça venait un peu de là, ouais, en effet. Non, t'as vraiment eu une super idée de projet. Donc, Merci. bravo à toi. Eh ben, écoute, moi, j'ai 2 dernières questions pour toi. Si Marie-Caroline d'aujourd'hui pouvait du coup passer un petit message à Marie-Caroline qui se lançait dans l'aventure entrepreneuriale, bon, bah, toi, du coup, elle y est depuis très longtemps. Bon, donc, on va dire, le moment où tu prenais cette décision d'aller avec Willa, qu'est-ce que tu te dirais comme message? Je me dirais, arrête de tourner autour du pot, nom d'un chien. Non, mais ça faisait longtemps, par exemple, que je voulais aller voir les incubateurs et j'osais pas. J'ai mis longtemps à faire ma levée de fonds et j'osais pas. Enfin, voilà, typique complexe de l'imposteur, Ouais. hyper nombreuse à avoir. Donc, je me dirais, fais-toi confiance et vas-y, arrête Et de tourner bouge. autour du pot. Ouais, bon, après, j'ai pas non plus mis 10 ans à le faire, mais voilà, juste fais-toi confiance et bouge-toi, quoi. Ok. Être dans l'action, ça, c'est très important quand on est dans l'entrepreneuriat. Et pour conclure ce podcast, est-ce que tu voudrais partager ta citation préférée? Ouais, alors il y a une citation que j'aime bien. Est-ce que je l'ai exactement? Je ne sais pas. C'est une citation qui dit que en gros, dans chaque situation difficile se trouve une opportunité. Donc j'ai pas la citation exacte, mais l'idée c'est de se dire, et je me le dis hyper souvent, j'ai encore quand on n'a pas pu rejoindre mon mari pendant 6 mois parce qu'il était au Vietnam et nous on était coincés en France. C'est à ce moment-là que j'ai contacté Willa pour leur dire, dis donc j'ai une idée, on ferait pas Willa Expat? Et c'était le moment d'aller les voir et j'avais l'occasion d'aller à Paris et tout. Et donc cette phrase de dans chaque difficulté se trouve une opportunité, elle me tient et je trouve qu'elle te fait la vie plus belle en général. Donc Eh ben, écoute, je vais me la répéter parce que moi, je suis dans ces challenges en ce moment, donc je vais me la répéter. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Marie-Caroline, pour ton témoignage. merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, surtout, n'hésite pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite.